le 14 août, Bonaparte apprend que les Anglais ont surpris notre flotte à Aboukir le 1er août et l'ont détruite. Avec l'apparence d'une froide indifférence alors qu'il n'a plus de vaisseau pour rentrer en France, il dit « Nous n'avons plus de vaisseau ? Eh bien, il faut rester dans ces contrées ou en sortir grand comme les anciens. » Il communique la nouvelle à son entourage et décrit l'avenir de gloire et de prospérité avec un tel calme qu'il écarte des esprits toute pensée sinistre. Miot, un des savants, écrit à son frère. Le désastre d'Aboukir rend notre situation embarrassante dans ce pays. Elle enlèverait l'espérance à toute l'armée si l'on ne connaissait pas le génie du général en chef. L'armée avait confiance en Bonaparte. Examinons les faits qui ont précédé et concouru à cette funeste journée du 1er août 1998 où la marine française a perdu pour près de 150 ans la suprématie des mers. Au lendemain du débarquement du 1er juillet, Bonaparte avait ordonné à l'amiral Bruyès de faire entrer les vaisseaux armés dans le port d'Alexandrie et, si c'était impossible, qu'ils aillent à Corfou. Or, l'amiral Bruyès n'a pas pu faire rentrer son escadre dans le port d'Alexandrie, faute de quelques centimètres de profondeur d'eau, comme pour, par exemple, le vaisseau amiral Lorient. Par ailleurs, ne voulant pas abandonner l'armée, si elle ne pouvait pas s'implanter durablement au Caire. Et il n'a pas voulu non plus exécuter l'ordre de Bonaparte d'emmener l'escadre à Corfou. Bruyès l'a disposé voilà, dans la baie d'Aboukir, voilà, le long de la côte et au plus près du rivage. Et je vous ai fait exprès un petit croquis que je pensais être clair, mais réflexion faite, il n'est pas plus clair. Mais enfin, sur ce croquis, vous voyez la baie d'Aboukir et vous voyez la disposition de la marine, des vaisseaux français. Retrouvons maintenant Nelson le 20 juillet lorsqu'il quitte Syracuse. Il ignore toujours à cet instant les intentions des Français ce 20 juillet. Ce n'est que le 25 juillet qu'il apprend qu'ils sont en Égypte. Alors, toute voile dehors, il part en direction de l'Égypte et arrive au large d'Alexandrie le 1er août. Vers 15 heures, la flotte anglaise apparaît à l'horizon. Les deux flottes ont un nombre de vaisseaux et une puissance de feu à peu près équivalente, avec même un léger avantage côté français, 1182 canons contre 1012. Cependant, près de la moitié des hommes sont à terre, le vent souffle fort et les Anglais arrivent avec une telle rapidité qu'on n'a pas le temps de rallier tout le monde et que le branle-bas est fait avec beaucoup de négligence. Notamment les batteries côté rivage qui, n'ayant, du fait de la disposition de la flotte, aucune raison de servir, ne sont pas dégagées de ce qui encombre les ponts et sont donc inutilisables. Il va alors se passer quelque chose que ni Bruyès, l'amiral français, ni même Nelson n'ont prévu. Un navire anglais s'infiltre entre la ligne française et la côte, courant le risque de s'échouer, mais d'autres le suivent, alors qu'une autre partie de la flotte anglaise poursuit du côté haute mer. La ligne française est ainsi prise entre deux feux, d'autant qu'elle ne peut riposter avec ses canons côté terre qui sont inutilisables, comme on l'a vu. Le léger avantage de feu est donc déjà annulé. 18h30, les premiers coups de canon retentissent. Peu après 20h, Bruyès est touché par un boulet et meurt 15 minutes après. Nelson, quant à lui, est atteint légèrement la tête par un fragment de mitraille. 21h15. Le feu se déclare à bord de l'Orient qui est pris entre les feux croisés de 6 vaisseaux anglais, dont notamment le Bellérophon, celui-là même qui emmènera Napoléon 17 ans plus tard de l'île d'Aix en Angleterre, où le Northumberland l'emmènera à Sainte-Hélène.
22h45, à bord de l'Orient, c'est le sauve qui peut. Le feu redouble, les hommes se précipitent à l'eau, puis dans un fracas assourdissant, entendu à plus de 100 km, l'Orient explose comme un volcan, projetant à 100 mètres de hauteur des cadavres déchiquetés et des débris fumants. La bataille se poursuivra jusqu'en début d'après-midi du lendemain. Le contre-amiral Villeneuve, qui était à l'arrière-garde, parvient à s'échapper avec 2 vaisseaux et 2 frégates, sans que les Anglais, très durement éprouvés également, ne puissent se lancer à leur poursuite. Les Anglais ont perdu près de 900 hommes. Leurs vaisseaux sont bien endommagés, mais non coulés ou sautés. Quant aux Français, les pertes sont énormes en hommes, qui sont d'environ de 4000, et la flotte est presque totalement détruite, à l'exception des 4 vaisseaux navires de Villeneuve et des frégates débris qui ont pu entrer dans le port d'Alexandrie. Nelson écrira le 8 août. J'ai intercepté toutes les dépêches de Bonaparte pour la France. Son armée est dans un guêpier et n'en sortira plus. C'était aller un peu vite en besogne et méconnaître les facultés et ressources de Bonaparte et du soldat français. Nelson l'avait enterré dans ce pays, il le gouvernera. Il cumulera les fonctions de général en chef, comme je vous disais tout à l'heure, de général en chef, de chef d'État. Napoléon perçait déjà sous Bonaparte dans cette année en Égypte.